Merci de rester à notre compagnie. C'est la seconde partie de New World Forum. Nous parlons des libertés de manifestation en corrélation avec les défis sécuritaires, avec trois invités. Dieudonné Corsi, il est juriste publiciste, directeur exécutif de la CEJUS. La CEJUS, c'est la clinique d'expertise juridique et sociale. Philippe Plagbé est avec nous également. Philippe Plagbé, il est juriste au Centre de documentation et de formation sur les droits de l'homme. Et Sana Komla Sadio Hetou, analyste sociopolitique. Et avant la pause, nous étions... C'était moi. Après discussion, alors je voudrais relancer le débat avec cette question. Est-ce que vous pensez que la loi Bodjola, telle qu'on l'appelle, qui a été votée en 2011, est-ce qu'elle mérite sincèrement d'être modifiée en 2019 ? Bon, moi j'estime que pour apprécier cela, il faut aller dans le fond, dans le fond des modifications. Et moi je continue par dire que la loi, celle qui a été modifiée, celle qui est en vigueur aujourd'hui, a permis d'encadrer un certain nombre de choses. C'est vrai qu'elles sont restrictives de certaines libertés, mais excusez-moi, il y a au moins 3 articles de notre Constitution qui donnent force à la loi de restreindre l'exercice des libertés, même celles qui sont garanties par cette même Constitution. Donc, déjà, lorsque vous prenez le premier article, vous y verrez qu'il y est dit que cette présente loi ne s'applique pas aux attroupements et aux manifestations spontanées. Donc, si aujourd'hui, la même loi qu'on dit qu'elle est restrictive de certaines choses ne s'applique pas à des attroupements et manifestations qui sont spontanées, cela veut dire que on est en train, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un équilibre qui a été préservé dans la chose. C'est seulement les manifestations qui sont prévues et organisées et qui méritent donc l'accompagnement et l'encadrement de la force publique qui sont encadrés par cette loi. Donc le tableau n'est pas si apocalyptique comme on veut peut-être le faire paraître. Certes, comme moi je l'estime, c'est sur la forme qu'il y a des choses à redire. Parce que vous l'avez suffisamment dit. Voilà. Donc lorsque vous prenez les modifications, notamment par exemple l'interdiction de manifester dans des zones à forte activité économique aux abords diplomatiques, aux abords des ambassades et autres là, je pense que ce sont des mesures qui sont justifiées. La loi, ce n'est pas une chose qui est figée et dans le temps et peut-être aussi dans l'espace, parce que la loi s'inspire des réalités. C'est-à-dire, on ne prend pas une loi parce qu'elle est appliquée comme ci ou bien comme ça en France. On fait une loi parce qu'on s'inspire des réalités d'un certain nombre de choses qui se sont passées dans le temps, peut-être en mal qu'on veut éviter pour réguler un certain nombre de choses. Et je crois qu'il y a suffisamment d'arguments pour se mettre d'accord que certaines dispositions de la loi qui a été modifiée ont parfois donné lieu à des interprétations, je dirais, unilatérales, aussi bien d'un camp que de l'autre. Et face à ce constat, il est dommage que dans de pareilles circonstances, on n'a jamais pensé à recourir au juge administratif. Je suis content que M. Plagbé a plusieurs fois parlé de juge administratif. C'est dommage que dans de pareilles circonstances où on a jugé qu'il y avait eu entorse aux libertés de manifestation pacifique, qu'on n'ait pas su recourir, comment dit-on, à l'opinion de ce juge-là. Donc moi, c'est toute la question que je me pose aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que s'il y a des dispositions dans cette loi et qu'on qualifie, que certains qualifient d'anticonstitutionnelles, alors ils urgent de les relever. Et quand il faut les relever en matière d'anticonstitutionnalité, il faut citer nommément les dispositions et le principe de la Constitution qu'elles violent. C'est comme ça qu'on soumet un test en inconstitutionnalité. Donc, il faudrait qu'on aille au fond des choses. Je pense que beaucoup de choses ont été dites. Maintenant, allons-y au fond. Dites-nous tel article, précisément, elle viole tel principe de cet article de la Constitution.
Je pense que c'est comme ça que le débat peut évoluer pour édifier les téléspectateurs et téléspectateurs. Une parenthèse, parce que pour éclairer mon antenne, la juridiction administrative, est-ce qu'elle existe au Togo? Est-ce qu'elle est fonctionnelle? Est-ce que j'ai de mémoire de journaliste, entendre qu'elle n'est pas très effective. Je promets d'ailleurs même une émission là-dessus la prochaine fois. Moi, les informations que j'ai, c'est qu'elle est effective. Ils ont au moins 2 décisions qui rentrent par mois. Au moins. C'est ce que moi, quand je suis allé aux informations, c'est ce que j'ai vu. Ce qui est dérisoire. C'est-à-dire que quand vous prenez le bilan de la France par année, c'est en réalité... la France, Philippe? Non, c'est-à-dire que... Oui, justement, vous allez me permettre de rebondir sur un propos de Sana. C'est-à-dire c'est René Descartes qui dit « Le bon sens, c'est la chose la mieux partagée ». Et c'est-à-dire que moi, je porte des vestes un peu comme... Et puis, on est un trio à porter des vestes ici. C'est pas africain. Maintenant, il y a des subtilités endogènes que je prends en compte. Je peux pas être dans un climat tropical et puis aller mettre une cravate ou nécessairement un certain nombre de manteaux pour des gens qui portent des vestes et des manteaux en hiver. Donc, ces subtilités endogènes, nous les prenons en compte. Mais ne nous interdisez pas de nous référer à d'autres réalités. Sinon, je prendrai le Mali, je prendrai le Bénin, mais je préfère prendre la France parce que nous sommes des pays d'expression francophone. Ce n'est pas un aveu de pays colonisés ou de citoyens colonisés, c'est juste que le bon sens, c'est la chose la mieux partagée. Moi, je pense qu'en réalité, l'une des juridictions les moins sollicités ici au Togo, c'est le juge administratif, parce qu'il y a franchement cette peur de s'attaquer à cette personne fictive qu'on appelle l'État ou l'administration. Et très malheureusement, les citoyens n'ont pas cette culture d'abord de saisine des juridictions en général pour aller jusqu'au juge administratif, parce que le juge administratif est compétent pour régler les contentieux entre l'administration et le citoyen. Si déjà entre citoyens, on n'a pas cette culture d'aller le saisir, malheureusement, le juge, j'allais dire, ça va être très difficile pour les citoyens lorsqu'ils font face à l'État d'aller saisir le juge administratif. Deuxième chose à dire, je parlais tout à l'heure de barrières géographiques. Malheureusement, Dieudonné pourra me contredire puisque lui, il parle d'un point de vue de juriste. Le juge administratif, je pense qu'on n'a que deux représentations dans notre système ou dans notre organisation judiciaire. Il y a la chambre, le juge administratif de la Cour d'appel de Kara et de Lomé et la chambre administrative de la Cour suprême. Ce qui fait que c'est compliqué. Vous imaginez si quelqu'un veut attaquer une décision de l'administration alors que cette personne est à Blita. La personne devra donc se déplacer à Lomé, la personne devra donc se déplacer à Kara avant de pouvoir soumettre sa requête au juge administratif. Ce qui est le plus souvent compliqué des fois quand on a envie de le saisir. C'est pourquoi dans notre plaidoyer, nous avons dans un premier temps demandé aux organisateurs des manifestations, à chaque fois que vous n'êtes pas d'accord avec une décision de l'administration, s'il vous plaît, saisissez le juge. Félicitations. Et d'autres, mais si, parce que vous devez comprendre en réalité que ce n'est pas un parti pris. C'est juste que nous voulons protéger une liberté carrefour, qui est l'un des fondements principaux de la démocratie. C'est pas en réalité un jeu où on dit on soutient tel camp politique et on est en défaveur de tel camp politique. On veut simplement que dans une société démocratique, les droits, les libertés des citoyens soient respectés et effectifs. D'autre part, on a demandé au gouvernement d'adopter enfin ou bien de faire adopter par le Parlement une loi sur l'organisation du système judiciaire qui est supposée rendre opérationnel dans chaque chef-lieu des préfectures du Togo ou bien mettre dans chaque région du Togo, voilà, je trouve le bon terme, une juridiction administrative ou un tribunal administratif pour permettre à chaque citoyen qui se sent lésé dans la circonscription de sa localité d'aller saisir ce juge-là. Un avant-projet a été adopté, je crois, il y a quelques mois, je ne me souviens pas précisément du mois, un avant-projet a été adopté en Conseil des ministres. Maintenant, sur l'organisation judiciaire? Oui, un avant-projet portant code de l'organisation du système judiciaire, puisque je pense que c'est une ordonnance qui régit cette organisation du système judiciaire, date de 1978, si j'ai bonne mémoire. Vous voyez la vétusté de cette loi par rapport au contexte et ce pourquoi on pense qu'il faut accélérer les choses et aller procéder à des modifications, à des adoptions. C'est une loi qui date plutôt de 2011 par rapport à une loi qui date de une ordonnance qui date de 1978. Franchement, soyons sérieux. On a l'impression que les priorités sont mal établies. Et je pense en réalité que c'est Gilles qui le disait peut-être en off. C'est que moi, je continue de dire clairement que quand quelqu'un vous présente un problème, n'allez pas lui couper la langue. Écoutez son problème et donnez-lui le médicament.
et où donnez-lui en fait la solution. Ce que nous sommes en train de décrier est simple. Ce n'est pas que les restrictions sont mauvaises. Les restrictions vont jusqu'à même protéger la liberté de tout abus. Parce que toute liberté qui est abusivement utilisée est censurée. C'est pourquoi les restrictions viennent jouer le rôle d'encadrement pour protéger en fait la liberté. Mais quand les restrictions sont déraisonnables, privent en fait le détenteur de droit d'user de cette liberté, c'est dangereux. Et si vous voulez, on peut parler de raisons sécuritaires. Le terreau fertile en fait, que trouvent souvent les terroristes quand ils veulent intervenir, c'est un pays où l'injustice sociale non seulement existe, les frustrations existent, mais ne sont pas facilement exprimables. Vous voulez qu'on parle d'un cas endogène? On va parler du Mali. Il y a une bonne partie du Mali qui est désertique. Et moi, il y a un camarade togolais, un aîné togolais qui y est allé à Isaka Dianossi. Il est dans le système des Nations Unies au Mali. Il nous dit, vous êtes dans un pays où si vous ne vous lavez pas avant 9 heures, l'eau est tellement chaude qu'elle peut vous brûler. Et c'est une partie du pays qui est complètement déconnectée en fait du pays en lui-même, de tout ce que les citoyens peuvent réclamer comme droit. C'est ça qui a constitué le terreau. En réalité, parce que, et malheureusement, vous pensez que dans ce pays désertique, on leur a jamais donné l'occasion de s'exprimer. Mais non, quand il y a eu un regroupement terroriste qui est venu leur promettre le ciel, la terre, la mer, la végétation et tout, mais ils ont embrassé ce mouvement. Et moi, j'ai été choqué quand j'ai écouté l'ordre de leur chef terroriste. C'est là où ça devient dangereux. Le chef terroriste s'est exprimé. Il a dit au gouvernement malien, envoyez l'armée, envoyez les militaires. Nous avons placé des citoyens partout. C'est grave. Parce que quand ce sont les citoyens eux-mêmes qui deviennent les terroristes, et non pas des étrangers, c'est qu'à un moment donné, le gouvernement a manqué de prendre en compte leurs aspirations. Au Burkina, vous allez voir que dans la configuration terroriste, dans la configuration des attaques terroristes, ce n'est pas les citoyens nécessairement, ce n'est pas les citoyens en grande masse qui épousent en fait cette idéologie terroriste. C'est un groupuscule ou une minorité. Maintenant, si Roch Kaboré, malheureusement, ne prend pas les bonnes décisions, arrête le droit de manifester ou censure ce droit de manifester, vous allez voir que les Burkinabés vont dire, faire la même chose que Compaoré, on va se rallier à ceux-là qui viennent nous proposer une alternative. Faisons très attention. Et moi, je suis prêt à aller dans le fond avec vous, Sana. Ouais. Dans le fond, justement, je vais m'adresser à Dieu donner conseil. Il rebondit toujours. Oui, il va rebondir encore. La nouvelle loi n'a pas changé au fond beaucoup de choses. Voilà. Ça fait non, ça n'a pas changé beaucoup de choses. En termes de quantité, je veux dire, pas qualité. Moi, j'ai retenu le délai de préavis qui a été porté de 3 à 5 jours ouvrables. Les lieux de manifestation, c'est plus encadré strictement. Je retiens aussi les horaires. C'est désormais de 11h, je pense, à 18h. Oui, mais mes notes sont bonnes. Oui. Donc, en gros, qu'est-ce qui vous gêne dans ces modifications? Bon, en fait, moi, personnellement, et ça, je pense que c'est... je suis très en retard au chrono. Mais je crois que je tenais en fait à répondre à M. Sarah. Je crois que mon point de vue n'est pas... Moi, je ne suis pas dérangé. Et il n'y a que le droit, en fait, selon moi, qui est en partie dérangé par cette modification constitutionnelle. Et ma position, elle est toujours celle du droit. Et c'est ce que je vais vous donner la même réponse que j'ai donnée en fait à l'auditoire la dernière fois, lorsqu'il me réclamait de dire en fait que de dire en fait que la loi n'est pas bonne, qu'elle est à jeter, tout le reste. J'ai dit en fait, je ne peux pas le dire. C'est ça. Parce que le droit ne m'autorise pas à le dire. Donc, le droit ne m'autorise pas à également soutenir vos positions qui parfois ne sont pas celles du droit. Je suis vraiment désolé quand nous disons que les restrictions, vous allez partout, ne doivent pas être par rapport aux libertés absolues et générales. C'est une réalité du droit. Quand nous avançons l'argument de l'effet cliquet, c'est-à-dire qu'on ne peut modifier une disposition législative concernant les libertés fondamentales et les droits que pour les renforcer, c'est une réalité. Et non les minorer, c'est une réalité. Maintenant, quand vous prenez la loi Bodiona, la loi Bodiona n'avait pas forcément besoin d'être toilettée ou d'être révisée. Compte tenu du fait que cette loi même était déjà à l'époque contestée par quand même une frange de l'opposition. Donc je crois que c'était pas vraiment de bonne... Et c'est pas de bon augure en fait de vouloir modifier encore cette loi qui était déjà difficultueuse ou problématique.
Maintenant, sur les dispositions que vous avez citées, je crois que ces dispositions, en plus de cela, je vais peut-être ajouter que, vous voyez, lorsque vous prenez la nouvelle loi, il y a aussi que les organisateurs de manifestations doivent déclarer, c'est-à-dire au moins 3 organisateurs. On dit les organisateurs, et quand vous prenez les organisateurs principaux, qui 3 déclarent en fait la position de leur domicile et puis tout le reste. Bon, parfois on a l'impression que que c'est bon. Mais en fait, revenons sur votre domicile, vous n'êtes pas obligé d'y dormir. Voilà. Revenons sur les dispositions que vous aviez citées. Vous voyez, quand nous prenons la question... Le préavis de 5 jours. Le préavis. Bon, moi, personnellement, je n'ai pas trop de problème avec la question du préavis. Oui. Et je crois que si les autorités décident qu'ils ont besoin de plus de temps pour se prononcer, aménager le cadre d'une manifestation, je pense que c'est une possibilité. Et on peut leur laisser, en fait, le droit de le faire, de le régir. Maintenant, lorsque vous prenez... Il y a aussi la fréquence aussi des manifestations. Oui, la fréquence des manifestations. Vous voyez, ça aussi, je crois que, franchement, l'Assemblée n'avait pas besoin de restreindre, en fait, dans le temps, les manifestations. Il faut tel nombre de manifestations par semaine, ainsi de suite. Je pense qu'on n'avait pas besoin de ça. Et je crois, jusqu'à ce jour, je compte surtout sur la bonne foi d'un certain nombre d'acteurs et politiques, notamment, et peut-être aussi le président de la République, pour prendre les dispositions nécessaires pour que ces dispositions-là puissent être revues et retirées. Et je sais également que sur la question des trajectoires, il y a un certain nombre d'axes qui ne peuvent plus vraiment être empruntés lors des manifestations. La dernière fois, je disais, et toujours, vous voyez le droit comparé, la comparaison, je suis un juriste, la comparaison s'impose. Quand on est en droit, on fait toujours de la comparaison. Et vous savez, nos pays africains sont champions dans ce qu'on appelle le mimétisme. Donc aujourd'hui, on ne peut pas nous interdire en fait de prendre parfois de puiser des exemples en France ou ailleurs. Mais je crois qu'il y a un juge constitutionnel et d'un État européen que je ne vais pas citer pour ne pas qui estime en fait que on va aller organiser c'est vrai que la voie publique est un lieu de circulation, mais c'est aussi et surtout un lieu d'expression et pour la population. Et l'en a privé sur, en fait, dans le temps de manière absolue, peut vraiment poser problème. Par moment et au cas par cas, on peut le faire. Mais lorsque la restriction est absolue et générale, on a l'impression quand même que le citoyen se retrouve un peu mis à l'écart. Et ça pose véritablement problème. Donc, je crois que lorsque vous prenez aussi certaines interdictions de manifester devant les ambassades et représentations consulaires ou les maisons de diplomates et tout le reste, on a parfois l'impression, et moi c'est toujours le regard du juriste et que je porte sur ce genre de choses, c'est que on a eu des antécédents où les gens ont voulu faire des sit-ins ou une grève, je ne sais pas, de la faim devant les représentations consulaires. Lorsque, juste après, une loi sue pour restreindre et de manière absolue les manifestations devant les représentations consulaires et autres, parfois, certains ont l'impression que la loi est taillée sur mesure. Et ça va à l'encontre de ce qu'on appelle d'un principe phare en matière légistique qui voudrait que la loi puisse être générale et impersonnelle. Ouais, donc, lorsque nous prenons tous ces principes d'ordre juridique et toutes ces considérations, je mets toujours un regard, et je porte toujours un regard de juriste sur la question. Je crois que peut-être qu'on gagne beaucoup plus à retirer ce genre de dispositions de notre arsenal juridique parce que cela n'arrange personne. Oui. Et surtout, lorsque vous prenez ce genre de dispositions, je crois qu'aujourd'hui, la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme, la Commission nationale des droits de l'homme est encore en droit de pouvoir saisir qui de droit pour que cette loi
puisse être, puisque c'est au plan national, à l'échelle nationale, c'est un organe qui protège et garantit un certain nombre de droits. Donc je pense que la CNDH... Mais est-ce que votre réveil n'est pas tardif, hein? Le mouvement que vous lancez, la Bring Back Our Freedom, est-ce qu'il n'est pas tardif ce mouvement? La loi a été votée depuis combien de mois déjà? Oui, vous après le faire quand il est froid. Oui, non. Après, les organisations de la société civile n'avaient pas trop de choses à faire en amont. Parce que lorsque vous prenez la constitution togolaise, et vous et moi ne pouvons pas saisir le juge constitutionnel et a priori. Oui, mais moi je parle de votre réaction, parce que il y avait le délai de promulgation durant cette période. Oui, mais en réalité, quel que soit en fait le délai et dans lequel les organisations de la société civile décident en fait de réagir, c'est qu'il y a eu un certain nombre de démarches qui sont venues et d'avance. Je crois. Et ça, je dois le dire ici, je pense que nous avions quand même fait un certain nombre de démarches pour saisir la Commission nationale des droits de l'homme. Et nous sommes rendus compte, à un moment donné, qu'il y a un certain nombre de nos collègues de la société civile qui avaient déjà saisi la Commission nationale des droits de l'homme. Et je crois que certainement qu'actuellement, la CNDH est en train de travailler sur ce genre de saisine et peut-être pourra nous surprendre et donner une suite assez favorable à cette demande-là et saisir les autorités compétentes de sorte à ce que cette disposition puisse être revue. Et vous savez, lorsqu'on est dans un état de droit, c'est ce que je disais la dernière fois, j'ai dit que nous sommes dans un état de droit, les gens n'étaient pas d'accord avec moi, mais je crois que nous sommes dans un état de droit. Et c'est pourquoi nous nous levons justement contre ce genre de restrictions. Si vous n'êtes pas écouté, vous pourrez aller jusqu'à une manifestation publique dans le cadre de la nouvelle loi. Devant l'ambassade du Ghana, par exemple. Moi, je pense qu'il ne faut pas nous demander de dire comment sera l'avenir. C'est-à-dire que ce sur quoi nous avons un réel pouvoir, c'est le présent. Et ce présent, nous voulons... L'avenir se planifie aussi. Je suis d'accord, mais ce présent, nous l'habillons avec l'initiative Bring Back Our Freedom. Et pour répondre à Gilles, en réalité, non, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et comme il a dit, il y a eu des démarches de couloir qui ont été faites, il y a eu des actions qui ont été menées, mais à un moment donné, il a fallu faire une action plus visible pour que le désaccord qui doit être manifesté face à cette modification, je le dis, abusivement restrictive, je vais rentrer dans les détails pour rassurer Sana un peu. Je suis privé du temps de parole. En appui Ils sont en train de bouillonner depuis un moment. Et en réalité, c'est simplement que nous voulions donner plus de visibilité à notre désaccord, non pas pour attaquer les décideurs, mais étant donné que c'est un de nos représentants, pour qu'ils comprennent à quel point cette décision, cette mesure qu'ils ont prise nous brime nos droits et nous fait du mal. Et moi, en fait, j'aimerais aller encore plus loin, c'est-à-dire que quand on prend l'article qui dit que pour des raisons stratégiques et économiques, c'est pour ça que Dieudonné parle de restrictions absolues et générales. C'est-à-dire, vous imaginez, d'abord, on reprochait à l'autorité de prendre des décisions d'interdiction générale et absolue, donc arbitraire. Maintenant, c'est la loi elle-même sur laquelle doit se fonder l'autorité pour prendre la décision, qui doit être interprétée par le juge administratif, qui fait usage de terminologie vague et qui tente vers le liberticide, c'est-à-dire que pour des raisons stratégiques et économiques, mais ce n'est pas clair. Ça veut dire en réalité, Gilles, que le bar de mon quartier représentait un intérêt économique peut devenir une raison pour laquelle je ne manifeste pas à côté. Et c'est très grave parce que j'ai l'impression que pour une fois, on a réussi quelque chose au Togo. C'est qu'on a développé, bon, c'est pas la première fois, mais au moins, on a réédité l'exploit. C'est que on vient de créer un particularisme togolais. Et je l'ai martelé en début d'émission. Quand, en réalité, les gens vont manifester jusque devant la Maison Blanche, quand les gens ont le droit de manifester devant les chancelleries, et on va jusqu'à dire dans la loi qu'ils n'ont pas le droit de le faire, c'est que c'est un particularisme togolais et liberticide. Deuxième chose, c'est que il ne faut pas se limiter à la Constitution, Sana. Il y a tous ceux qui nous écoutent, ici sur ce plateau, comme derrière leurs petits écrans. Le Togo a pris des engagements au plan régional et international. De la même façon que le peuple togolais s'est réuni pour adopter une constitution, les peuples, par l'entremise de leurs représentants au plan régional et international, ont adopté des textes
pour régir un certain nombre de rapports entre les citoyens et entre l'autorité étatique et les citoyens. Et ces textes, par exemple, on va commencer par le contexte endogène pour qu'on ne me dise pas que j'aime trop la France. Vous prenez les lignes directrices de l'Union africaine sur la liberté de réunion et de manifestation, c'est clairement dit que les restrictions ne doivent pas aller dans le sens d'empêcher l'exercice de la liberté ou la jouissance de la liberté, le point 63, si j'ai bonne mémoire, ou 66, mais les restrictions doivent aller dans le sens de favoriser la jouissance. C'est-à-dire que ce que nos gouvernants ou nos administrateurs, l'administration ne comprend pas, c'est que même quand vous dites à quelqu'un que j'interdis la manifestation, ce n'est même pas pour lui faire du mal ou d'empêcher de jouir de cette liberté, c'est pour l'aider à mieux protéger cette liberté. Et tout à l'heure, je donnais un exemple que moi je trouve très togolais et africain en même temps, qui, moi, m'a toujours paru curieux, c'est quand le ministre de l'administration territoriale vous dit, par exemple, que si vous organisez une manifestation à envergure nationale, on n'a pas l'effectif de forces de défense et de sécurité pour encadrer cette manifestation. Et on prend l'exemple de la manifestation du 13 avril, où, franchement, les manifestations du Parti national panafricain ont été réprimées. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autre mot pour qualifier ça. Malheureusement, le dispositif sécuritaire qu'il n'y avait pas pour encadrer la manifestation nationale, c'est ce même dispositif sécuritaire que l'on sort pour réprimer une manifestation nationale. À un moment donné, est-ce qu'on est sérieux dans l'argumentaire? Deuxième chose, non, s'il vous plaît. Deuxième chose, peut-être je vais m'arrêter, je ne vais pas aller au cadre international, je reviendrai plus tard pour que la liberté d'expression de Sana ne passe pas le but de restriction. Deuxième chose, et pour les acteurs qui vont régulièrement sur le terrain, ils nous l'ont dit, c'est quand vous demandez aux gens d'aller manifester à Tobrikopé. C'est question d'itinéraire. Et puis, on est allé, on a vu l'endroit où on demandait aux gens de manifester. Ce n'est pas sérieux. C'est-à-dire que les seuls auditeurs et spectateurs de cette manifestation, c'est des reptiles. C'est-à-dire que c'est amusant de le dire ainsi. Mais vous demandez aux gens d'exprimer leur gêne, alors que leur seul auditoire, c'est des lézards, c'est des varans, c'est des lézards à tête triangulaire et c'est des serpents, mais c'est grave. Ou des agriculteurs qui ont décidé de faire leur activité là-bas. Oui, mais peut-être aussi pour avancer un peu, avancer un peu dans le débat. Je crois que avant d'avancer, peut-être on va passer la parole à ça. Bien sûr, j'en manque cruellement ici. Mais attendez un instant. Je crois que si je dois donner une opinion vraiment personnelle, cette fois-ci sur ces questions, je crois en fait que peut-être le pouvoir en place, les législateurs ne sont pas forcément de mauvaise foi. Et peut-être qu'on a en face des législateurs qui étaient vraiment de bonne foi, qui voulaient protéger et la liberté des uns et des autres, soit de manifester ou de vaquer librement à leurs occupations. Maintenant qu'on voit que de plus en plus de voix s'élèvent pour dire qu'il n'était pas convenable d'encadrer de manière aussi absolue et générale cette liberté qui est très chère aux Togolais, qui est la liberté de manifestation, peut-être. Et moi, j'ai toujours foi que du jour au lendemain, le miracle va se produire. Et que ces dispositions qui sont vraiment contestées puissent être revues. Oui, mais je voudrais répondre par oui ou par non avant que je... C'est la fondation même de l'initiative. Oui. C'est parce que nous croyons en la bonne foi des autorités que nous leur demandons de ne pas nécessairement faire marche arrière, mais d'ouvrir le débat. Oui, je vais vous donner la parole à la fin pour faire ce plaidoyer, mais je voudrais en oui ou en non. Dites-moi, est-ce que cette loi, est-ce qu'elle est mauvaise techniquement ou politiquement? Laquelle, la loi Boudjouna? Non, la modifier, la loi Boudjouna. Oui, si moi je dois parler en technicien, de manière assez technique, je dois dire que certaines dispositions, techniquement, ne tiennent pas. Ok. Alors, Sana, j'espère que vous ne vous êtes pas refroidi. Pourquoi les législateurs ou le gouvernement n'a pas assez fait confiance aux juges administratifs? Parce que, à la lumière des explications que les deux ont données, c'est comme si la loi a voulu faire le travail à la place du juge administratif. Oui, c'est des arguments qu'ils ont évoqués, sauf qu'ils ne m'ont pas convaincu avec des articles cités nommément. C'est-à-dire, on s'était convenu qu'en deuxième phase de l'émission, on parlerait du fond des choses. Oui. Moi, j'ai fait un travail de fond, article par article, et de manière sommaire, lorsque vous prenez les modifications, l'article 3, par exemple, qui ne donne qu'une définition des organisations structures, l'article 6, qui
auparavant, donnait possibilité de saisir le maire. Maintenant, c'est le préfet. L'article 9 donne la possibilité de saisir soit le préfet ou le gouverneur. L'article 9 qui modifie les points de départ ou d'arrivée, l'interdiction dans certaines zones et axes. L'article 12 qui fait obligation aux organisateurs de respecter les observations de la représentation. L'article 13 qui donne obligation à l'autorité de vérifier le respect des prescriptions. L'article 17 qui modifie les horaires. L'article 19, par exemple, qui cite, le code pénal et de procédure pénale pour tout ce qui est sanction des infractions commises lors de ces manifestations. J'ai bien envie que ce travail de fond soit fait. Vous ne trouvez pas de problème? Moi, c'est que je veux bien trouver de problèmes lorsqu'on y oppose, par exemple, une disposition de la Constitution. Et je suis d'accord avec vous lorsque vous dites que, par exemple, il ne s'agit pas que de la Constitution, mais aussi des tests internationaux auxquels le Togo a souscrit. Donc, aujourd'hui, si vous estimez, vous, acteurs de la société civile et peut-être techniciens du droit, qu'il y a des dispositions précises sur des accords internationaux qui sont violés, mais je crois que notre espace communautaire de la CEDEAO nous donne cette possibilité d'exercer des voies de recours. C'est bien, vous avez dit que vous avez suggéré à bien porter à l'attention de la CNDH de sauter du dossier, mais j'aurais bien aimé que vous en faites autant. Donc moi, personnellement, je vous juge aussi de bonne foi, mais prouvez-nous par un travail aussi, excusez-moi, de qualité. C'est vrai qu'il y a des normes internationales partout, mais c'est une comparaison que je fais, puisque vous donnez la possibilité de faire des études comparatives. Un exemple, par exemple, les horaires, l'article 17, désormais c'est de 11h à 18h, je pense. Oui. Est-ce que... c'est plus de 8h à 22h. Cette limitation ne pose pas problème. Quand est-ce que la marche commence? Quand les gens quittent chez eux pour aller au point de rassemblement, est-ce que ça peut se faire avant 11h ou après 11h? Moi, je vais vous répondre en ces termes. Avant, c'était de 6h à 22h, je crois, non? Avant, c'était de 6h à 22h. Est-ce que vous n'estimez pas que d'une manière ou d'une autre, que c'est justifié quand, par exemple, pour des raisons de manifestation, des gens peuvent être amenés à occuper la place publique pour se regrouper, pendant qu'à ce moment précis, d'autres personnes auraient besoin de passer par leur voiture, par ce même chemin, pour accéder à leur lieu de travail, à leur commerce. C'est un point d'interrogation. Oui, donc moi je pense que... Pas répondu à la question précédente. Je demandais si on peut manifester et que tout se déroule normalement. Est-ce que la manifestation a encore un sens? Mais est-ce qu'il faut forcément faire des choses anormales pour qu'une manifestation ait un sens? Qu'est-ce que vous appelez anormal? C'est quoi les choses anormales? Oui, point d'interrogation. Tout comme vous n'êtes pas en mesure, de me citer, par exemple, des normes, les restrictions excessives que je juge excessives. Anormal du point de vue de la loi. Moi, je dis par exemple, c'est anormal. Si moi, je dois à 8 heures passer par un... J'ai des droits aussi. Du point de vue de la loi. Oui, j'ai des droits. J'ai le droit de passer à cette heure, pas ce moment. Oui. Et si je suis empêché et que ça m'entraîne d'être dommage, je suis excusé, mon droit est bafoué. Oui. J'ai tort ou bien j'ai raison. Oui, voilà. Donc c'est de ça il s'agit. Oui, à partir d'un certain moment, lorsque par exemple on a la possibilité, vous savez, on n'a pas beaucoup de voies de dessert de la périphérie vers le centre-ville, Monsieur Bokor. Donc si aujourd'hui on doit autoriser que des marches aient pour itinéraire presque toutes les artères de la capitale, mais excusez-moi, vous et moi, nous ne pourrons pas vaquer à nos occupations. Mais je vous dis que d'autres personnes estiment aussi ce droit-là, que leurs droits économiques soient respectés. Est-ce que ce n'est pas simple d'annuler les affaires de marche là? Est-ce que ce n'est pas plus simple? Pourquoi? Je l'ai dit au départ. Je l'ai dit au départ. C'est pourquoi aujourd'hui, moi j'estime que c'est un équilibre. Aujourd'hui, lorsqu'on dit que seul un itinéraire doit être retenu, on a combien de voies d'itinéraire pour aller au centre-ville? Peut-être vous avez Adido Gomé, vous avez Adido Gomé vers la ville, vous avez Agouin vers la ville, vous avez le boulevard du Mono, mais on en a combien? Et vous vous imaginez peut-être sur les 4 voies qui desservent directement la ville, si on doit en occuper 3? Mais je crois que humainement, des
des choses. Non, monsieur, laissez-moi. Pourquoi vous voulez chaque fois rebondir? Moi, j'ai été sportif en deuxième partie. J'ai été très sportif, donc laissez-moi. Vous avez été. Non, ça. En fait, je tenais. Non, faut pas te rire. Je n'ai pas encore fini. Je tenais à demander à M. Sana de garder vraiment ses nerfs parce que. Non, je garde mes nerfs. Non, je garde mes nerfs. On n'a pas besoin de. Non, je garde mes nerfs. Vous parlez avec une telle énergie. Non, parce que moi j'estime que. Non, moi, monsieur, moi j'estime qu'il y a des choses à prendre en compte. Il faut être humain et comprendre que nous sommes un pays sous-développé. Des gens arrivent. Des gens qui voulaient dire, nous sommes sous-développés. Ça, c'est vous qui le dites. Moi, je dis qu'il faut être. Monsieur Boko, il faut savoir que les gens arrivent à joindre difficilement les deux bouts. Et il faut reconnaître que vraiment des marches organisées à une fréquence élevée ont fait du mal à certains. Il faut bien le prendre en compte. Ça, c'est une vérité. Et je crois aujourd'hui qu'on ne peut pas nier ce fait-là. Alors, vous avez la police de la parole. Je vais lui poser une question. À qui la faute? Est-ce que c'est aux marcheurs, aux manifestants ou au gouvernement qui a laissé manifester pendant longtemps pour n'avoir pas proposé des solutions? Non, moi je pense que le problème, il s'agit d'une maturité de notre classe politique. Une maturité dans tous les sens. C'est-à-dire, à un certain moment, il y a ce qu'on appelle, entre guillemets, les gens qui se réfèrent beaucoup à l'Europe et en France, ce qu'on appelle le pacte républicain. Il y a des choses qu'on veut les commettre et qui font du mal de manière générale à un certain nombre de personnes ou bien au pays, on s'en abstient. Je crois qu'à un moment donné, il y a ce droit-là qui a été vraiment abusé. Et dans de pareilles circonstances, un consensus, des discussions franches, sincères, pour éviter cette dérive-là, aurait pu se tenir. Moi, c'est tout ce que moi je reproche. C'est tout ce que moi je reproche. Il y a une certaine maturité qui manque au sein de la classe politique. Moi, c'est tout. Je vais donner un exemple avant que Dieu donne ne poursuive. Franchement, je me demande ce que vous direz de la France, parce qu'en France... Non, moi, je ne vis pas en France. Moi, je parle des réalités togolaises. Il y a beaucoup de choses qui se passent en France sur le plan des mœurs, par exemple. On n'est pas aujourd'hui, par exemple, sur le plan, ne serait-ce que sur le plan de l'homosexualité, sur beaucoup de sujets sur lesquels ils nous dépassent. On ne va pas faire des choses parce que cela se passe en France. Non, moi je veux qu'on prenne sur le fond. C'est vrai que la France est une démocratie qui est plus avancée que nous au Togo. Mais on ne va pas faire tout ce qui se fait en France. Je suis désolé. Nos mentalités, vous savez, la maturité, là, en termes d'éducation, la maturité de la classe politique des citoyens français n'égale pas encore la nôtre. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de chemins. Vous faites référence à des choses qui ne font pas partie de nos réalités. Nous sommes une démocratie en apprentissage. On va y arriver là-bas. On va y arriver. Ce qui est sûr. Non. Je parlais. C'est vous qui avez empiété. Je suis d'accord. Moi, je veux juste. Ne pas prendre exemple. C'est ce qui m'indispose. Parce que notre constitution n'est pas une constitution française. Nos réalités ne sont pas des réalités françaises. Moi, chaque fois on me parle de France, moi je ne vis pas en France. C'est pas l'économie de la France qui a souffert de ces choses-là. Il faut qu'on reste au Togo. Je pense en réalité que Sana n'a pas le droit de m'interdire de prendre des exemples. Oui, sauf que ça indispose. Ce n'est pas approprié. Ce n'est pas approprié. La Cour européenne des droits de l'homme, ce n'est pas une instance dont le Togo est assujetti. Je suis désolé. Je veux laisser Dieu donner poursuivre, mais j'ai envie de dire en 30 secondes à Sana, parce que c'est lui qui a parlé de la France. Donc moi, parce que vous l'avez cité, moi je vous cite que, par exemple, on ne peut pas copier les mœurs françaises. On a une histoire, on s'inspire de notre histoire, c'est ça qui fait le droit. Oui, on est dans les conclusions. Donc, moins de patience. Quels que soient ces propos, moi j'irai au bout. C'est-à-dire que je n'ai pas peur en fait de me faire arrêter dans mes paroles. J'ai le bon sens et j'ai le fil conducteur de mes propos. J'irai au bout. Donc vous n'avez pas idée de comment vous m'aider plutôt. C'est-à-dire que moi je lui ai pas dit, et s'il vivait en France, j'ai dit qu'est-ce que vous direz de la France? Je pèse bien mes mots. C'est-à-dire qu'en France régulièrement, les cheminots ils font grève. Et vous ne pouvez pas aller au boulot parce que vous ne pouvez pas prendre le métro et le train. Vous allez aller dire qu'aux cheminots qui sont en train de violer les droits d'autrui lorsqu'ils sont en train d'user de leurs droits de grève. C'est-à-dire qu'à un moment donné,
C'est-à-dire le refus de comprendre que si vous voyez des milliers, des millions de personnes sortir dans la rue, c'est qu'en réalité, vous devez prêter une certaine attention à leurs préoccupations, vous devez prêter une certaine attention à leurs frustrations. Je suis totalement d'accord avec cela. Excusez-moi, vous avez reproché à Dieudonné, vous avez reproché à plusieurs fois. C'est-à-dire que ça n'a ce qui m'embête dans cette affaire. Non, il faut aller sur le fond, Moi, je dis juste, ce que on ne peut pas se comprendre quand vous ne pouvez pas m'expliquer, par exemple, que telle disposition de la loi frustre tel. Non, moi je suis désolé. Monsieur Boko, on a parlé de beaucoup de choses sans aller dans le fond des choses. Moi j'ai prêté des documents qui parlent du fond, monsieur Boko. Ils sont dans la théorie, mais je suis désolé. Moi je suis en train de discuter avec des théoriciens. Mais je voulais juste placer ce mot. Dieudonné va parler, moi je vais revenir sur le fond. Et l'une des choses dont je suis choqué, c'est que nous sommes allés beaucoup sur le fond. Maintenant, moi je vous parle de bonne foi, mais peut-être pas un bon auditeur. Donc si malheureusement vous n'avez pas écouté les arguments qui sont allés sur le fond, peut-être que les... Non, vous avez donné les arguments, mais par exemple sur les principes que vous prétendez que la loi viole, vous avez été incapable de me dire les normes internationaux, pris expressément les articles. Moi c'est toute notre incompréhension, parce qu'on est là à discuter sans toutefois faire référence à ces articles. Moi, c'est ça qui me frustre. Comprenez-moi. Je voulais rappeler, et juste avant de poursuivre à M. Sana, que ce genre de débat, pour vraiment être assez... Oui, non, mais le débat devient théorique. C'est ça qui... Moi, je ne suis pas venu de parler de théorie. Moi, c'est ça un peu. On a moins de 5 minutes, s'il vous plaît. Doit être dépassionné. Ouais, bien sûr. Et je crois que la seule passion que nous devrions avoir sur ce plateau va être la passion du droit. Oui. C'est-à-dire de ce qui devrait être. Et donc, le droit pour tout le monde. Je crois qu'à partir du moment où on est passionné, on devient aveugle. Et on n'apprécie pas vraiment plus de manière objective et les questions. Je crois que sur des éléments précis, je crois qu'on n'avait pas besoin d'aller vraiment trop au fond sur cette affaire. Sur ce plateau, on n'est pas venu donner peut-être un cours de droit ou de jurisprudence. Mais l'essentiel, c'est quand même de prouver qu'au regard d'un certain nombre de principes, à l'échelle nationale et internationale, on a parlé de l'effet cliquet. On vous a dit aussi, M. Sanan, que lorsque vous prenez la liberté de manifestation, et aussi un certain nombre de libertés, elles ne peuvent pas faire l'objet de restrictions générales et absolues. Mais exercer une voie de recours avec les instances communautaires prévues. Moi, c'est tout ce que moi j'attends de vous. Ce que vous ne savez pas, peut-être, c'est que le droit encadre. Et tous nos recours doivent être encadrés dans un cadre juridique donné. Vous savez, aujourd'hui, vous et moi n'avons pas la possibilité de saisir la Cour constitutionnelle. Ça, c'est primo. Secondo, il va falloir attendre que, à l'occasion d'une restriction de manifestation et que l'autorité publique ait pris des décisions que nous estimons ou que le manifestant estime contraire à l'esprit, pour recourir au juge administratif. Mais à ce stade, qu'est-ce que vous voulez concrètement qu'on fasse? Je pense en fait qu'on ne peut qu'échanger, faire des débats publics, aussi faire des activités de plaidoyer à l'endroit des pouvoirs publics, parce que j'ai l'impression que peut-être les pouvoirs publics qui ont été à l'origine de cette loi, les législateurs peuvent se tromper. Ils peuvent se tromper. Et à partir du moment où vous êtes mandaté par le peuple pour légiférer, et que vous vous trompez, et que le peuple vous rappelle à l'autre, vous pourriez toujours faire marche arrière. Et dans ce pays, vous le savez très bien, nos autorités ont souvent fait preuve de bonne foi et ont reculé sur un certain nombre d'éléments. Mais pourquoi est-ce que vous ne voulez pas croire et accepter que sur ce genre de dispositions, les pouvoirs publics peuvent toujours reculer? Je crois que c'est pas... Le débat ne doit pas être... Ce n'est pas que je ne crois pas. Ne fermez pas le débat. Ne fermez pas le débat dans des considérations. Dans l'argumentation de vos deux co-débatteurs, qu'est-ce que vous avez trouvé de pertinent dans ce que je trouve de pertinent jusqu'alors, c'est que l'on évoque, loin de là, c'est que l'on évoque des dispositions, des normes peut-être qui existent, qui ne s'appliquent pas au Togo. Des normes internationales qui ne s'appliquent pas au Togo. Auxquelles nous sommes assujettis. Oui. Assujettis? Bon, quand je dis assujetti, ça veut dire qu'on doit respecter. Quand je dis assujetti, il faut le prendre dans le sens. Faut le prendre dans ce sens-là. Vous savez, quand vous signez un traité international, ça veut dire indirectement que vous devez
vous y conformez. C'est pourquoi j'ai utilisé le terme d'assujetti. Ne me coupez pas, on est en train de conclure l'émission. Moi, ce que je veux dire, ils ont encouragé, ils ont dit tout à l'heure qu'ils ont encouragé, par exemple, les organisateurs à systématiquement faire recours au juge administratif. Ça, c'est un point très pertinent. Moi, je l'ai apprécié parce qu'on manque cruellement de ça. On aurait pu savoir la position du juge administratif dans certaines circonstances. Et moi, partant de ce point-là, moi aussi, je les encourage à saisir les juridictions internationales sur les normes, les standards internationaux que cette loi viole, tout simplement. Oui. Moi, j'aimerais, c'est-à-dire, est-ce que j'ai un temps de parole? Bien sûr, Philippe. Moi, j'avoue, je reprends la question à mon compte et j'avoue qu'il faut qu'on dise clairement plusieurs choses à ça. Je n'aurais pas le temps. Non, moi, je ne suis pas législateur. Moi, je ne sais pas, moi, il faut le dire. C'est aux gens qui ont fait la loi. Ce n'est pas des remarques personnelles, ce n'est pas des choses personnelles. Vous reprenez à votre compte le moi, je n'ai aucune... Moi, je comprends les raisons. Les réponses, ce n'est pas à moi, c'est à ceux qui ont fait la loi qu'il faut les faire. Moi, je suis en aucune position de faire modifier cette loi. Vous pouvez nous laisser, c'est-à-dire que faites l'effort. Non, faites aussi l'effort de ne pas personnaliser les débats. J'aimerais dire à Sana, non, moi, il faut parler au législateur. Vous avez dit que vous allez faire un plaidoyer en fin d'émission, il faut le faire. Il faut me laisser. Moi, c'est un point de vue que j'exprime. Et n'allons jamais nier l'impératif de conciliation entre l'exercice de la liberté de manifestation et la protection de l'ordre public, plus précisément la sécurité. Mais il est important également qu'on sache qu'on ne peut pas user de raisons sécuritaires pour restreindre, et je vais employer encore les mots de Dieudonné qui me semblent être complètement sensés, pour restreindre de façon absolue, générale et donc arbitraire la liberté. Mais il faut démontrer ce qui est absolu et arbitraire. C'est aussi simple. Démontrer l'absolu et l'arbitraire. Même en fin d'émission, on n'est pas d'accord. Parce que permet qu'on explique l'arbitraire. Pas des dispositions précises. Il faut me dire que c'est cette loi qui est arbitraire. Faut être précis. Moi, c'est tout ce que je veux. Il faut me dire que l'article 3, par exemple, est arbitraire. L'article 9 est arbitraire. Quelle disposition de l'article 9? Quelle est la disposition de cet article 9? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce que c'est l'alinéa qui parle par exemple des itinéraires? Je dis qu'on n'avait pas besoin de l'insérer dans un cadre législatif. Je parle également de l'alinéa qui... On a fait un débat. Oui, on a fait un débat. Mais votre débat ne s'impose pas à la République. Je suis désolé. Votre point de vue ne s'impose pas à la République. Oui, c'est un point de vue que nous partageons. Si vous avez fait un débat, bon, qu'est-ce que moi j'en ai à foutre avec un débat que vous avez fait? Moi, je vous dis, moi, je me calme. Non, je vous dis que, vous êtes resté incapable de me dire, article par article, on a manqué de faire un débat sur le fond. Je suis désolé. Je suis désolé. Non. Il faut qu'on sache que sur ce plateau, vous avez évoqué plusieurs termes sur lesquels je ne suis pas d'accord. Absolu, arbitraire, mais moi je veux que vous arriviez à me convaincre. Je suis désolé. On n'est pas là en fait pour vous convaincre. On est là pour convaicre ceux qui nous suivent. Oui, sauf que vous dites beaucoup de ceux qui ne sont pas vérifiés. S'il vous plaît. Parce qu'on n'est pas là pour vous convaincre. Vous êtes là pour défendre une opinion. Vous la défendez comme vous l'entendez. Nous défendons notre position comme on l'entend. Et on peut trouver des points de consensus comme en démocratie. Moi, en fait, j'ai trouvé, excusez-moi, tout à fait incorrect que vous puissiez nous dire on n'a pas fait ceci et cela. Il ne relevait pas de votre responsabilité de nous rappeler à l'ordre. Vous pouvez moi je ne vous ai pas rappelé à l'ordre, c'est un point de vue. J'ai dit que vous avez manqué de me prouver par article d'un point qui ne respecte pas les normes. C'est mon opinion. Vous devez aussi l'accepter. Je suis désolé. Vous devez l'accepter. Vous devez l'accepter aussi. C'est un point de vue. Je suis estomaqué parce que vous nous dites qu'on n'a pas fait de débat sur le fond. Oui, moi je ne l'ai pas vu. Première chose, vous avez demandé de mais monsieur, non, je suis désolé. Je suis désolé, monsieur. Vous dites que vous avez manqué de me dire sur tous les articles. On n'a pas parcouru tous les articles modifiés. Vous êtes venu nous faire un cours de droit international humain, de droit de l'homme international. Non, je ne vais pas vous laisser 2 minutes. Parce que, non, on n'est pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je vous dis que je ne suis pas d'accord avec vous. Le problème, Gilles, c'est que c'est une technique d'oratoire. Quand on n'a pas raison, on élève la voix, on essaie d'empêcher l'autre de parler. Non, il ne s'agit pas de ça. Moi, je vous dis tout simplement que vous avez manqué de me prouver article par article les normes internationales, les standards que vous prétendez. Vous l'avez. Maintenant qu'il personnalise les choses, moi si je personnalise, ça personnalise les points de vue. Moi si je vais personnaliser le point de vue, il ne s'agit pas de vous contre moi. Moi je vous dis simplement que je veux des